C'est ainsi que 10 stades plus loin que les premiers tombeaux, où la tradition place la sépulture des Palacides de Zeus, on dit qu'il y eut le monument d'un roi nommé Ozymandias. À l'entrée se trouvait un pylône de pierre peinte long de 2 plêtres, haut de 45 coudées. La 29e campagne archéologique, conduite par la mission franco-égyptienne de Thèbes Ouest, a débuté le 1er novembre 2017. Les travaux de recherche, de restauration et de valorisation vont reprendre au Ramesséum, le château de millions d'années de Ramsès II. Cette nouvelle mission va porter sur plusieurs secteurs du temple. Continuation de la fouille et de la restauration du secteur STF des ateliers. Achèvement de la fouille du secteur STC, situé entre les 2 unités des cuisines. Dégagement de puits funéraires sur le bas-côté nord du temple, proprement dit secteur BCN. Dans la première cour, la restitution du magistral escalier menant vers la seconde cour est mise au programme, de même que la restauration du portique sud précédant le palais royal. Et exploration d'un ensemble de bâtiments des secteurs STL et STG côté nord. Sur l'allée processionnelle ouest APO est prévu l'achèvement de la fouille d'une tombe du Moyen Empire, APO.CN21. Cette campagne devrait permettre d'achever les relevés architecturaux et iconographiques du temple. Nous retrouvons l'égyptologue Christian Leblanc, directeur de la mission archéologique française de Thèbes Ouest. Ça va, Pascal? Ça va bien? Et vous? Bonjour, ça va bien? Ça va, oui. Bonjour Christian. Ça va bien? Ça va, oui. Ça va. Ça va. On est en train petit à petit de faire démarrer le chantier. Qu'est-ce que vous disiez, Christian? Non, ça fait partie des aspects là, du travail de cette année, c'est-à-dire qu'on va refaire tout l'escalier qui monte vers la deuxième cour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a acheté beaucoup de pierres cette année, là, qui viennent du Gebel Silsilé, et qui vont permettre petit à petit aux tailleurs de pierre de préparer toutes les dalles qui vont permettre justement de reconstituer cet escalier axial. Donc ça va redonner une certaine majesté à la première cour quand même, parce que c'est un grand escalier qui partait, qui montait vers la deuxième cour, qui va aboutir là cette fois-ci au niveau du colosse, puisque on ne pourra pas bouger le colosse, mais en tout cas on aura au moins l'escalier qui se redessinera. Et donc là, c'est quoi le chantier qu'ils font près du pylône? C'est les pierres là qu'ils apportent. D'accord. Ce sont les pierres qu'ils apportent de l'extérieur qu'on a achetées cette année et qu'il faut rentrer petit à petit sur le chantier pour pouvoir les avoir à disposition, pour que les tailleurs se mettent ensuite à l'œuvre pour commencer à préparer les pierres. Voilà. الرئيس والله الرئيس اول ما حط ايده صار على النبي جيب واحد يلا ام حسان اول قولي وابدوا يا بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي وانت تقولي بلوني وانا بلاني مين وانا بلاني مين وانا بلاني مين وانا بلاني مين بتقولي
Bien. Ah bah vous êtes matinaux là ce matin là. Beaucoup de luxe là. Ça va? Et vous? Voilà. Eh bien voilà, la voiture est là. Je ne sais pas si notre inspecteur. Elle Mohamed Moumoud? لا لسه انا جاي من احنا وماشيين. Ah bon d'accord, parce que لازم نفوت إيريك في السكة. تمام. Ah oui, c'est ça, c'est le compris. Il faut qu'on prenne l'inspecteur ce matin. Voilà. Parce que jusqu'à samedi. Oui, voilà. Bon, on y va. Gemma est là. Gemma est là. D'accord. Bon, on y va. جاي معانا؟ Oui, oui. جيم؟ ممكن ناخد إيريك في السكة. ماشي. Bonjour. ايوه محمود مصطفى احمد عبد العاطي محمد حسن محمد طايع محمد حسن طايع محمد حسن محمد طايع سيد جمعة سيد أحمد طايع موجود ولا مش موجود؟ حسن موجود؟ موجود؟ لا 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 موجود امبارح ما جاش النهارده سيد احمد محمود حسين احمد عبد الله أحمد عبد الله خش يا سيد جوا. خش يا ولاد خش على العمل خش يا أشرف خش يا أحمد خش يا ولاد حدش يقعد هنا خش يا نوبي سلام جناوي يا ولد السيد العالمي اشرف سيد محامي موجود موجود يا دكتور فاضل سيد مصطفى سيد احمد جاد مصطفى راشي احمد جناوي انت شو اسمك احمد من امبارح؟ اسمك مندوب من امبارح انت؟ Jocelyne, ça fait combien de personnes environ pour la mission là, d'ouvriers?
130. 130 ouvriers 130 ouvriers, oui. pour toute la mission, ça dépend des travaux. Ah non, pour toute la mission, du premier jour jusqu'au dernier jour. Pour 3 mois. Oui, pour 2 mois. 2 mois. Du 1er novembre au 31 décembre. ايوه جعلان حسن عبد الله موجود احمد خضري محمد مروي زكي يوسف موجود خيري محمد حسان Quand on passait ce pylône, on trouvait un péristyle carré en pierre, dont chaque côté mesurait 4 lettres. Il était soutenu en guise de colonne par des personnages monolithes de 16 coudées, traités dans l'ancien style. Près de l'entrée, il y avait 3 statues taillées dans un même bloc de pierre noire de Sienne, et dont l'une, assise, était la plus grande de toutes celles d'Égypte. Le pied de celle-ci mesuré dépassait les 7 coudées. Je suis Ozymandias, roi des rois. Si quelqu'un veut connaître ma grandeur et savoir où je gis, qu'il essaie de surpasser l'une de mes œuvres. الماتورة لسه ما جاش؟ لسه ما جاش بس في توبة جاية انت عارف من عند الازرق عشان تركب هنا عشان في كل حاجة هنا وبعد كده لازم اروح في المخزن عشان نحط الحاجات مع نبيل ها؟ وفين نبيل هو؟ نبيل فوق بون اوكي روح جهز باقي الحاجات ها؟ روح جهز باقي الحاجات اللي قدامنا الدنيا يجي حاجات ايه؟ شوف الشواكيش ده 100 ده قاعد الشغاف لو لازم الشغل عادي سي لازم نظبطه وده حكون في حديد كتير بس احنا ممكن ناخد تحت شويه ايوه عشان نشيل اللون On va s'occuper de l'escalier cette année là, donc là la rampe et puis donc 6 bases de colonnes, des grosses bases de colonnes qui font 2,20 m de diamètre là. Dans la première cour là. Voilà. Et ça c'est les blocs qui vont venir pour l'escalier là. Et ces blocs ils viennent d'Assouan, c'est ça? Ce sont des blocs qui viennent d'Assouan. Ouais, qui viennent d'Assouan, ils sont arrivés cette année, on les a commandés. Donc tu verras là-bas si tu vas dans la carrière. On a des blocs qui nous arrivent comme ça, hein, plus ou moins près. Et puis on a d'autres blocs qu'on doit débiter sur l'épaisseur pour sortir justement toutes les dalles qui vont composer l'escalier là-bas. Voilà. Vas-y Noubi, Osbotom ça va savoir. À la vie. اديني الشعب ده عشان نديله في الثلج واحد لم خشب خليك واقف يا عم Salut Ahmed. كله تمام؟ تاني في الجنب. Tu le fais à l'œil, Eric? Ouais, tout à l'heure. Enfin, on dégauchit, on appelle ça. Keda. Wada mizan, là où on appelle ça ouais, dégauchir. عصامه من فوق شويه من هنا دقيقه
Non, شوف حسن بوصلنا بالسماء. Alors انت استنى لا دلوقتي انا رحت لإلك. ايوه ما انا عازم امبارح. دلوقتي انا مع إلك. اوكي. لغايه ما يجي الراجل. ماشي خلاص. الحشيش ده لازم يشيله ها؟ Qu'est-ce qu'il fait, Christian, là? Là, on est en train de dégager les arases de ce grand mur là qui fermait tout ce grand complexe économique là. On est donc en train de dégager toutes les arases antiques. Pour ensuite remonter avec des briques. Pouvoir remonter ce mur-là et refermer tout le complexe. Voilà, donc on voit très bien les briques apparaître, les briques anciennes. Donc on a toute l'épaisseur du mur là. C'est bien. Et là, on est dans le secteur nord, c'est ça? Ça, c'est le secteur nord des... Alors, c'est le secteur nord du complexe économique. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de bâtiments qui n'ont pas encore été vraiment fouillés. Donc ça fait partie du programme de cette année. On va commencer par le secteur STG, puis on va remonter petit à petit vers l'ouest. Voilà. Alors c'est sûr que là, ça va prendre des années, hein, parce qu'il y a beaucoup de perturbations dans ces constructions. Au départ, ramessides, mais qui ont été en partie remaniées à la 3e période intermédiaire. Donc là, il y a à la fois, évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse reconstituer un petit peu l'architecture des lieux à l'époque ramesside, pour essayer de bien la comprendre, et voir surtout un petit peu ce qui se trouvait là, magasins ou officines. Et dans un deuxième temps, il faut essayer de voir un petit peu quelles ont été les restructurations qui ont été faites à la 3e période intermédiaire, et qui sont surtout des tombes. Donc essayer de revoir un petit peu comment étaient présentées les chapelles par rapport aux puits funéraires. Donc tout ça, c'est un travail qui va se faire petit à petit et qui va prendre beaucoup de temps quand même. Voilà. Donc là, ce matin, pour le moment, on est en train de dégager toute la longueur de ce mur pour pouvoir ensuite le reconstituer une fois qu'il aura été relevé. Donc il faut déjà ressortir de terre toutes les assises, enfin toutes les arases de ce mur qui sont en briques crues. Avec certaines briques d'ailleurs parfois qui ont encore des estampilles de Ramsès II. Donc c'est intéressant. Voilà. On retrouve aussi les seuils de porte. Ça c'est intéressant, parce que ça permet de savoir que là il y avait une entrée vers ce complexe-là. Et le mur, on va le retrouver là, on le retrouve là. Alors il est parfois très abîmé, il n'en reste pas grand-chose. En tout cas, on en trouve les traces. Donc ça c'est très important pour pouvoir ensuite le remonter. On va le remonter sur une certaine hauteur afin de refermer, voyez-vous, toute cette partie du complexe économique du temple. Voilà, ça c'est le programme. C'est un quartier là qu'on ne connaît pas très bien, le quartier nord, hein, parce qu'il n'a jamais été véritablement prospecté. Il donne l'impression comme ça d'avoir été nettoyé, mais entre le nettoyage et la fouille archéologique, il y a une grande différence. Hein. C'est là où on arrive à faire vraiment les identifications de ces secteurs. Parce que jusqu'à présent, on parle évidemment de magasins, mais est-ce qu'il n'y avait que des magasins? Et des magasins qui contenaient quoi? Ça, c'est important. Donc on risque de retrouver des étiquettes de jarres avec le nom des produits qui étaient conservés là. Donc tout ça apporte évidemment des informations tout à fait essentielles pour finalement mieux connaître un petit peu la gestion économique, administrative du temple. Hein. Donc tout ça, ça se fait petit à petit. Mais en tout cas, voilà. Voilà, Héraldo, ça c'est le programme là, que j'ai pris cette année, là. C'est de pouvoir ressortir tout le mur de façade du complexe nord pour qu'on puisse ensuite le remonter. Voilà.
Oui, bah oui, ce sera bien quand même, peut-être avant de remonter. Il faudra qu'on fasse, voilà, c'est ça. Il y a un seuil là déjà, donc qui montre qu'il y avait une porte ici. Et puis il va y en avoir peut-être d'autres par là-bas. Et donc Christian, il risque d'y avoir des puits également, de tomber sur des puits funéraires? Ah oui, des puits funéraires, vous savez, au Ramesséum, il y en a des quantités. Alors dans ces dépendances économiques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a plus ou moins déjà comptabilisé à peu près peut-être 200, 250. Et il y en a peut-être beaucoup plus que ça encore. Vous savez, c'était une des plus grandes nécropoles, le Ramesséum, de la 3e période intermédiaire, sur la rive gauche de Thèbes. C'est vraiment un site qui a été vraiment réutilisé de manière très intensive. Non seulement le temple lui-même, déjà, le temple de Pierre, puisqu'il y a beaucoup de tombes qu'on a retrouvées dans le temple de Pierre. Puis après ça, ce sont tous les magasins, bien sûr, qui ont été réutilisés, toutes les cuisines, les boulangeries, enfin, tout a été réutilisé. Et puis après ça, on est parti même vers l'extérieur, entre les deux murs d'enceinte, c'est-à-dire sur les voies processionnelles, qui ont été elles-mêmes, finalement, réutilisées pour y aménager les tombes de cette époque-là. Alors voilà, donc c'est un travail évidemment très dense, et qui va prendre beaucoup d'années, parce que ces puits, alors il y a des tombes, elles sont parfois différentes les unes des autres. Il y a des tombes avec des chapelles, bien sûr, de surface. Il y a parfois donc des tombes murales, donc qui sont même aménagées à l'intérieur des murs du secteur économique. Et puis il y a même parfois aussi des tombes de surface qu'on a pu retrouver, voyez-vous, parce que ça montre bien la densité des occupations funéraires sur ce site entre, disons, la 21e dynastie et certainement l'époque saïdo-perse. Et même peut-être un peu plus tard, puisqu'il faut savoir que même dans le secteur nord du Ramesséum, proche de la salle hypostyle, de la salle des barques, on a même retrouvé une petite nécropole copte, donc qui était en relation probablement avec la petite église qui se trouvait dans le temple lorsqu'il y a eu, si vous voulez, l'abandon des cultes officiels, l'abandon de la nécropole de la 3e période intermédiaire et la récupération des lieux, si vous voulez, par les chrétiens. Alors après le démantèlement du temple, il faut savoir qu'à l'époque romaine, le temple a été en grande partie, si vous voulez, démantelé et les pierres réutilisées dans d'autres constructions. ولا على الله داي تعالوا تعال عدد يا عدد مين اللي لكن انا شفتك في التلفزيون يا عم العزب والله في عندنا فرنسا قلت له زين قلت والله انا هنا قاعد قاعد قلت لهم ده عمي والله عمي ده عمك يا اخي. Entre 1903 et 1906, vous savez que Émile Barès, qui était un architecte qui travaillait à Luxor pour le service des antiquités, avait été chargé de mettre en place, enfin de faire en fait un petit peu un nettoyage déjà du complexe économique du Ramesséum, parce que tout était entièrement rempli de déblais, beaucoup de murs s'étaient effondrés, tout ça. Donc il a fallu qu'il dégage tout ça petit à petit sur les côtés. Donc il a fait un aménagement finalement périphérique du temple en construisant une sorte de cavalier de déblais artificiel, voyez-vous, assez épais d'ailleurs, enserrant tout le temple. Alors à la fois pour le protéger bien sûr des inondations qui arrivaient chaque année, parce qu'il y avait quand même ces fameuses inondations qui arrivaient très proches du Ramesséum, et puis en même temps c'était un moyen de nettoyer d'abord bien sûr le site, et puis de faire un premier aménagement peut-être de valorisation du site, puisque finalement ce cavalier de déblais servait aussi, on pouvait monter dessus et avoir, si vous voulez, une vue panoramique sur le temple pour les premiers touristes de l'époque qui venaient notamment à Thèbes. Donc c'était un aménagement finalement un petit peu, une valorisation du site, une première valorisation du site. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, il ne s'était pas rendu compte qu'en aménageant ce cavalier de déblais entre les deux murs d'enceinte du Ramesséum, il allait recouvrir tout un ensemble de structures antiques. Et il a fallu donc petit à petit retirer tous ces déblais
pour voir réapparaître ces structures antiques. Alors notamment bien sûr des tombes parfois qui étaient du Nouvel Empire, qui étaient parfois du Moyen Empire, qui pouvaient être de la 3e période intermédiaire, mais aussi des aménagements ramessides qui étaient tout à fait inconnus jusque-là, et qui étaient justement ces fameuses voies processionnelles. Alors c'est vrai que le Ramesséum est un monument tout à fait exceptionnel dans le sens où c'est la première fois que dans un temple égyptien, on voit des voies processionnelles, non pas devant le pylône, mais enserrant le temple sur 3 de ses côtés. Alors côté nord, on avait bien sûr, on a pu retrouver beaucoup de vestiges qui ont démontré que c'était surtout des chacals qui ornaient finalement cette voie processionnelle côté nord. À l'ouest, nous savons que c'était surtout des sphinx androcéphales, avec un visage à l'image de Ramsès II. Et alors côté sud, là le travail n'est pas suffisamment encore avancé pour qu'on puisse déterminer finalement quels étaient les sphinx, ou en tout cas les animaux qui étaient représentés de ce côté-là. Donc ça c'est encore un travail aussi qui est à continuer. Voilà. Donc voyez-vous, donc finalement ce cavalier de Déblais pouvait être dans un premier temps intéressant pour protéger le temple, mais dans un autre temps, eh bien, il masquait tout un ensemble de structures très importantes justement pour mieux connaître l'histoire de ce monument. Donc aujourd'hui, on est en train de le retirer petit à petit et puis d'aménager en même temps un petit peu ces voies processionnelles en fonction des vestiges qu'on a pu trouver. C'est ce qui existe. C'est que côté nord, vous voyez, on a pu reconstituer un très beau chacal à partir de vestiges antiques qu'on a retrouvés dans le contexte des fouilles qui ont été menées notamment de ce côté-là. Il était très épais, le cavalier de Déblais. Il était sur une très longue oui, largeur, surtout du côté sud. Surtout du côté sud. Hein. C'est-à-dire c'était un petit peu en fonction de tout ce qui est sorti des magasins, parce que c'est vrai que apparemment quand on voit certaines photos, qui ont été prises notamment à l'époque où Pétri, Kuibal ont fouillé certains secteurs du temple, il y a des photos où on voit l'épaisseur des déblais qui se trouvaient même à l'intérieur des magasins. Donc c'était sur plusieurs mètres. Hein. C'était sur plusieurs mètres. Donc je veux dire qu'il a fallu évacuer tout ça sur les côtés. Alors c'est là où on parle évidemment, c'est plus un nettoyage, comme je vous disais, c'est plus un nettoyage qu'une fouille archéologique. C'est pas des fouilles archéologiques qui ont été faites, là c'était plutôt un nettoyage du site, comme d'ailleurs Carter l'avait fait en 1900-1901, lorsque lui s'était occupé plus particulièrement de la partie centrale, c'est-à-dire de l'édifice de pierre, hein, première cour, etc. en montant. Donc là c'est un nettoyage aussi. C'est vrai que le Ramesséum donnait l'impression d'être propre à cette époque-là, hein, mais il n'avait pas été réellement fouillé. Alors les fouilles ont vraiment été entreprises par nos équipes quand on a commencé finalement en 1991 à s'intéresser véritablement à ce que pouvait être l'histoire de ce monument et surtout essayer d'identifier les quartiers qui étaient les quartiers d'activité dans ce monument. Alors ce qui nous a incité à faire ça, c'est surtout finalement la documentation que nous avions rassemblée, surtout sur tout le personnel qui avait été en fonction dans ce temple. À partir du moment où nous avions non seulement des noms de personnes, mais des fonctions, c'est très important les fonctions, directeur de magasin, etc., scribe du Père-An, directeur des hôtels, directeur des jardins du temple, etc. Donc toutes ces fonctions mettaient en évidence qu'il y avait tous ces secteurs-là. Donc il fallait pouvoir les identifier sur le terrain. C'est ce qui a conduit à faire des fouilles progressivement déjà sur tout le côté sud. Et c'est ainsi que là on a pu retrouver l'emplacement des ateliers du temple, on a pu retrouver les économas, les cuisines, boulangeries, probablement brasseries aussi. On a pu retrouver l'école, ou en fin de compte le fameux Père-An, la maison de vie finalement. Hein. Et puis après ça, on a redégagé entièrement tout le palais royal qui n'existait plus en surface. Mais en revanche, on avait les vestiges, si vous voulez, les arras qui étaient conservés au sol et qui ont permis petit à petit de pouvoir restructurer aussi tout ce secteur du temple. Donc voyez-vous, alors après ça, bien sûr, il y avait les magasins. Bon, on sait très bien qu'il y avait une quantité de denrées qui convergeaient vers le Ramesséum, depuis les domaines de la couronne notamment. Alors on sait qu'il y avait bien sûr des céréales, on sait qu'il y avait du vin, donc il y avait des celliers, on sait qu'il y avait de l'huile, on sait qu'il y avait du miel, on sait qu'il y avait des légumes, on sait qu'il y avait des vêtements qui étaient conservés, des étoffes, etc. Donc tous ces produits-là, tous ces denrées finalement étaient entreposés dans des magasins, là aussi qui restent à identifier. Comme d'ailleurs aussi un certain nombre de produits précieux, bien entendu. Alors on a retrouvé par exemple l'annexe du trésor, donc ça c'est très important, où étaient entreposés un certain nombre de mobilier liturgique, si vous voulez, qui servait notamment lors des grandes fêtes qui se déroulaient dans le contexte du temple ou même dans la région. Donc tout ceci a fait l'objet d'études qui sont quand même tout à fait intéressantes et sérieuses.
Et c'est identifié, mais il y a encore beaucoup de secteurs qui ne sont pas identifiés, et notamment côté nord, donc c'est le travail que l'on entreprend maintenant. Voilà. C'est la nouvelle tranche de travail pour un certain nombre d'années. Voilà. Allez, je vous laisse, hein, je vais voir. Merci. Allez, paparazzi. Il y a Hassan. Oui, c'est ça. Il est en train de... Oui, je sais. Hassan, Hassan, voilà, c'est ça. Parce que lui, il avait travaillé déjà dans le pays. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. شوف حسن اليوم السبت انت اشتغل مع مدام حسنه من جوستين وسمح والتراب اللي يجي من هنا ممكن يجيب كمان هنا ماشي عايز المدير ايرك تمام مدير مبسوط ان شاء الله يوم السبت ايوه تمام يلا ودوا حاجتنا هناك قوموها كده يلا زرزونا تمام لا ودي الخشب هناك Ah, c'est gentil, choukran. On n'a rien, on ne peut rien faire. C'est chaque fois les mêmes. Il faut balayer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on avait nettoyé toutes les couleurs. Et puis regardez maintenant les bordures des chapiteaux, ils sont abîmés. Mais bien sûr, ils vont se mettre dessus. Il y en a, on voit toutes les traînées. On a essayé plusieurs choses, vous savez, mais il n'y a rien à faire. Non, non. Ah oui, ça c'est la destruction de Gourla qui nous a conduit à ça. En fait, hein. Voilà. Non, merci, la choukran. La choukran. Si, prenez Marie, un petit thé. Vous n'en prenez pas le matin? Non, non, pas, non. Ah bon, alors, prenez un thé. Allez, arrêtez de tourner un peu là, Pascal. Je vais me faire gronder. Prenez un thé un peu là. On s'en dit un sucre, deux sucres. Ah non, un seul. C'est agréable le matin. C'est super. Vous êtes avec bonheur hein, ce matin. Je vois aussitôt. Mais les couleurs de la montagne, c'est incroyable comme ça change. C'est rose, ocre, doré. C'est magnifique. Cette montagne, elle change au fil de la journée. C'est extraordinaire. Mais les pierres aussi. La statue, là, quelquefois, elle est presque grise et quelquefois, elle est rosée devant. Pour deux, pour un. Bon. L'énigme. Ah, alors arrivo più qua. Alors arrivo qui. Ça, Eric, c'est la base de l'escalier? Ça, c'est le... Oui, en fait, c'est les derniers repères qui nous restent. De l'escalier d'origine. L'escalier d'origine, avec certaines bases sûrement là, qu'on va aller chercher, qu'on avait vu la dernière fois. On cherche les points de référence, en fait, qui vont nous permettre de lire clairement... de pouvoir le caler, quoi. Voilà, de savoir où il se situait. On va se servir de tous ces repères-là, là. Et c'est avec tous ces indices, en fait, qu'il faut replacer l'escalier moderne tel qu'il était avant. On doit être à niveau aussi, à peu près. Hein. On va vérifier.
انزل تاني هنا. هناك انت شوف بعدين لما انت لقيتي تمام. انت اظبط الجد ولو فيكم انت انزلوا. هي يعني حضرتك بس قال لنا لازم ننزل يعني. Il y a combien 20 marches 20 marches. Ouais. Comme à peu près dans la deuxième cour alors. Ah bah oui, mais ça c'est de l'autre côté, c'est dans la deuxième cour. Ça on verra ça après. Oui, oui bah ça devrait aller ça, je pense. Je fais et le palier, il fait 2,20 m, le palier là. C'est 2,20 m. 2,20 m. Non, 2,20 m, c'est ça. Oui, c'est le palier. Là, regarde, on a aussi, tu vois. Je vais prendre mon mètre. Oui, mais il va falloir nettoyer ça aussi. Il faut nettoyer là. Il faut mieux la mettre là. Il faut mieux la mettre là. Oui, oui. Hein? C'est pas un problème parce qu'on peut la réutiliser après pour le reboucher si on a besoin justement de déblais pour retrouver la hauteur de l'escalier. Donc on t'a méché Ahmed Malkhat. Hein? Tout le monde a hein? وبعدين هنشوف درجة تانية. لأن علي دلوقتي بعد ما اسوي. والله مين معانا ثاني؟ نوبي محمد أحمد كسار موجود. محمود عبد الله نصر الدين. ايوه عبد الله موجود. ايوه. علي سيد محمد احمد. علي. حسام احمد زكي. ايوه موجود. احمد محمد محمود محمد. احمد محمود محمد. موجود. احمد محمد بسري. حسان محمد قدرة. ايوه. اسمع اخواننا خش على الشغل على طول. شعبان احمد عبد الله. شعبان. Mais alors tu veux qu'on mette la caisse à quel endroit? Elle est là, elle est au pied de l'escalier. Alors, est-ce que tu vois là-haut? Oui, où il y a les tables. Oui, il y a une table. Oui, au niveau de la salle, au niveau de la salle des bains. Oui, oui. Voilà, c'est là. جاك عشان نفندهم ونروح واحد شاهد كرم ايوه Ce matin, nous retrouvons dans la première cour du Ramesséum Éric de Sèvres et son équipe de tailleurs de pierre qui œuvrent au dégrossissage des blocs de grès sortis des carrières du Djebel Silsilé proche d'Aswan.
Christian Leblanc coordonne le chantier de dégagement des puits funéraires du secteur BCN. Non mais في التمثال في ناس هناك موجوده جناوي. جبت اثنين من هناك انا جايب الجهلان وجايب تشوف كانوا موجودين بقى يوم الخميس كان احمد عبد المطلب موجود. ايوه بس في عدنا مع واحد كان عويس وعوض بس ثلاثه وفي مكتاف كمان معاه؟ لا لازم في اثنين لازم في اثنين عشان نشيل التراب من هناك كمان. Si on a besoin de quelque chose, elles peuvent le trouver là. Il va falloir expliquer aussi, enfin, Asna le sait, c'est le système de fiches d'enregistrement. Oui, Asna le sait. Et surtout, j'ai ramené celle de l'an dernier qu'on peut prendre comme modèle. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. En cas de besoin. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour les objets significatifs, attention. Oui, oh là là, oui. Parce que non, on va faire un tri. Voilà. Alors donc, je disais pour les déblais, on les met là-bas pour le moment, et puis on verra comment on les réutilisera, parce qu'il y aura certainement des endroits où on va en avoir besoin, donc il n'y a pas de souci. Parce que je préfère quand même que si les puits, et surtout les caveaux, sont en bon état, on puisse les utiliser comme magasin. Comme magasin, voilà. Et oui, ça permettra de ranger, parce que c'est vrai que là-bas, il y a énormément de poteries, de pierres, etc. Et ça, il faut quand même qu'on range tout ça. Voilà. Voilà, cette année, dans le programme de la mission, on a parmi les opérations qui doivent être menées sur le terrain, le dégagement également de puits funéraires qui remontent à la 3e période intermédiaire. Alors certains de ces puits ont été aménagés dans le temple proprement dit, et en particulier dans les salles latérales. Donc sur le bas-côté nord où nous sommes actuellement, plusieurs puits funéraires avaient été aménagés dans d'anciennes chapelles de culte finalement du temple. Alors aujourd'hui, il s'agit de dégager ces puits funéraires pour voir surtout ce qui reste comme vestiges. Et ces vestiges sont quand même importants, si on en trouve bien sûr, parce qu'ils nous donneront probablement des indications sur finalement les propriétaires de ces caveaux. Alors on attend de retrouver peut-être des petits shawaptis qui peuvent nous donner des titres, mais aussi des noms de personnes. Et c'est finalement un petit peu ce matériel-là qui sera utile pour mieux comprendre un petit peu qui avait été enterré dans ce secteur du temple au cours de la 3e période intermédiaire, c'est-à-dire après l'abandon des cultes au Ramesséum. Voilà. Donc c'est au moment où le Ramesséum devient une immense nécropole, plutôt sacerdotale d'ailleurs, qui était sous une administration qui était instaurée par le clergé d'Amon de Karnak. Et cette nécropole a fonctionné pendant un certain temps, probablement de la fin de la 21e dynastie, peut-être jusqu'à l'époque saïto-perse. En tout cas, beaucoup de tombes qui ont été retrouvées ici datent plutôt de la 22e dynastie. Mais il y a aussi des traces de la 21e dynastie. Donc il faut savoir que c'est une nécropole très très importante, une des plus grandes nécropoles de la 3e période intermédiaire de la rive occidentale de Thèbes. Et donc notre travail, en dehors évidemment des travaux qui concernent l'époque de Ramsès II, il y a aussi toute cette tranche d'histoire qu'il faut essayer de percer et de mieux connaître également au niveau de la réutilisation du temple et surtout de tout son complexe économique. C'est dans un de ces puits que vous avez retrouvé une tête de chacal? Voilà, c'est dans un de ces puits. Alors ça, c'était plutôt sur la voie processionnelle nord. On a retrouvé au fond, oui, parce que les chacals, enfin tous ces chacals qui bordaient finalement ce grand dromos côté nord, eh bien, avaient été plus ou moins débités à un moment donné. Et certains des morceaux ont été réutilisés pour boucher finalement des puits, fermer des caveaux à la 3e période intermédiaire. Voilà. Donc vous pouvez très bien trouver des statues en fait? Oui, oui, bien sûr. L'année dernière, on a même retrouvé une tête de Sermette dans l'un des... Bah oui, exact, avec Amandine. Voilà. Bon, ça descend vers 400 mètres, ça dépend quand ils ont... Là, il faut voir quand ils vont avoir atteint le conglomérat du rocher, si vous voulez. C'est une sorte de conglomérat à la fois calcaire et sableux. C'est à ce moment-là qu'ils avaient creusé le caveau. Alors il y a une porte, on devrait trouver aussi une forme de blocage, en fin de compte, qui, s'il est encore en place, ou partiellement en place, parce que je pense que là, vous savez, ce sont des tombes qui ont été pillées, hein, de toute façon, ça ne faut pas se faire d'illusions. On voit très bien, elles ont été pillées, déjà dans l'Antiquité, et probablement aussi,
elles ont dû recevoir la visite, vous savez, des premiers explorateurs du 18e, du 19e siècle. Hein, donc, faut pas... Mais ce qui nous intéresse, c'est de retrouver quelques vestiges, surtout qui nous permettent de pouvoir identifier les propriétaires de ces tombes à la troisième période intermédiaire. Et ça permet, si vous voulez, d'enrichir à la fois sur le plan nomastique un petit peu les défunts qui étaient là, qui étaient enterrés là, et puis aussi très souvent leur fonction qu'ils pouvaient avoir de leur vivant. Ça, c'est intéressant. Donc, se voir un petit peu dans la hiérarchie sacerdotale, ce qu'ils étaient. Alors, on s'attend plus, si vous voulez, évidemment, dans les parties les plus nobles du temple, à trouver des personnages plus importants que d'autres. Mais bon, là, c'est la fouille qui doit le déterminer, tout ça. Voilà. Alors ici, on est en train de vider ce qu'on appelle le puits, c'est-à-dire le puits d'accès au caveau, jusqu'à ce qu'on trouve l'entrée du caveau, qui en principe se trouve à l'ouest. Voilà. Mais on est dans une place qu'on qualifie de perturbée. Ça a déjà été remué. Donc ce qui sort pour l'instant, ça n'est pas très, très intéressant. Et la profondeur, c'est environ 4-5 mètres le puits? Ces tombes-là, non, pas tout à fait. Hein. L'an dernier, on était à 3,50 m, 4 mètres maximum. Voilà. Gemma, restauratrice sur la mission, nous a donné rendez-vous dans les magasins des secteurs STI et STA. Peut-être je vais vous montrer pour que vous voyez le problème, parce que ici, puisque c'est déjà consolidé, on ne voit pas très bien. Ils l'ont restauré déjà ici, c'est ça? Oui, au moins les enduits. Tout ce qui est sur le mur, c'est un essai. On fait des essais encore. Ici, on voit que les salles, tout ça, c'était les magasins où on stockait les vins. Et elles étaient enduites. Mais les enduits, souvent, sont partis. Alors nous, on essaye que ce qui reste encore quelques années, pour que, longtemps, si c'est possible, pour que tout le monde puisse imaginer comme elles étaient les salles. Parce que si les enduits se perdent, quand ils rentrent, tu as l'impression que c'était des briques. Mais quand on rentrait avant, on ne voyait pas les briques, c'était tout enduit. Alors ces enduits, la terre crue est un matériel faible. Et il ne pleut pas beaucoup, mais il pleut, il y a du vent. Les agents climatiques font que petit à petit, ça se détache. Et si on n'intervient pas, d'ici peut-être 5 ou 6 années, ça sera par terre. Alors notre travail, c'est de consolider tous ces enduits, surtout ceux qui sont épais. Peut-être s'il y en a qui sont très très fins, ça ne vaut pas le coup d'investir beaucoup de temps. Mais ce qui a une présence, ici on ne voit pas, mais il y a même qui ont de restes d'un enduit plus fin, que c'était la finition originelle. Et ça, c'est très joli à conserver. Celui-là, par exemple, il n'y en a plus, mais on voit la couche qui était derrière cette finition probablement blanche. Et par exemple, là, vous pouvez voir, même si vous n'approchez pas, hop, je vous montre. Oui, on le voit très bien. Ça va finir pour tomber parce que quand il y a du vent, il y a la poussière qui vient, qui se remplit. Peut-être un oiseau profite pour faire un nid et tout ça, si on ne consolide pas, ça va tomber. Alors nous, ce qu'on fait, c'est d'abord nettoyer tout l'intérieur. On a des souffleuses, je ne sais pas ce qu'on dit. Oui. On nettoie bien. Puis on mouille et puis on injecte un mortier liquide, mais fait à base de terre. Et après, avec
je sais pas comment, des bois, des plaques de bois souples. Oui, oui. Hein, on pressionne mais doucement. Il faut trouver la pression juste pour que ça ne se casse pas. Et on met des... ça, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, des barres, oui. Hein, pour les tenir. Comme ça, 24 heures après, c'est fixé. Et après, une fois fixé, on fait des solants qui vont empêcher que quelque chose rentre à nouveau. Alors ça, c'est avant l'intervention. Maintenant, je vous montre les résultats. Je ne sais pas où c'est plus beau. Bon, ici par exemple, ici on voit déjà que tout a été fermé. Ça, c'est sûr que c'était sur le point de tomber. Parfois il y a des fissures qu'on a fait quand on a recollé parce que parfois c'était impossible, mais au moins ça reste sur place. Et il y a aussi un travail qu'on ne voit pas, on fait comme ça. Si on sent que c'est vide, on va faire un petit trou, on va injecter aussi. C'est-à-dire pas seulement ceux qui sont sur le point de tomber, mais on vérifie tout et on le récolte. Et ce qui est important, c'est bien fermer toutes les entrées. On profite aussi, s'il y a des trous dans les murs, c'est je ne sais pas comment on dit ça en français, où dorment les phoques. Les renards. Les renards. Par exemple, il y a des trous où dorment les renards et on aime bien les animaux, mais on ne peut pas permettre qu'ils continuent à dégrader. Alors pour l'instant, on met à sec, hein, sans mortier, on met des briques, parce que si jamais les archéologues veulent voir s'il y a quelque chose d'autre à part la maison du renard, et on met à sec pour empêcher qu'ils entrent à nouveau. Et je peux vous dire qu'on fait des petites marques. Ça n'a pas l'air génial, mais on veut que les gens qui entrent, s'il y a quelqu'un curieux, en voyant 2016, il dit « Ah d'accord, ça c'est nouveau », et peut-être qu'il déduit « Ok, ça c'est une intervention, c'est pas originel, ça veut dire que tout était enduit, et ici on voit l'intervention faite dans le reste ». Parce que sinon, le matériau nouveau est si semblable à l'ancien que si on ne met pas une petite marque, on risque de nous prêter à confusion. Oui, par souci d'honnêteté. Oui, et finalement, le matériel qu'on utilise est vraiment très semblable à l'originel, ce qui est important parce qu'en restauration, on cherche, on a un code déontologique et les trois principes fondamentaux. Une serait la réversibilité, ici c'est facilement réversible. L'autre, la facile distinction. Ah, distinguer. Distinguer, voilà. Différencier. Distinguer facilement. C'est pour ça qu'on fait ces petites marques. Et l'autre est la compatibilité des matériaux. C'est-à-dire, si on mettait, je ne sais pas, du ciment ici, quelqu'un aurait eu l'idée, ah, le ciment est plus dur. Oui, mais il est trop dur par rapport aux matériaux originaux. Alors il faut chercher quelque chose qui soit compatible, qui bouge avec le même rythme, parce que sinon il provoque des fissures et des problèmes. Et on a choisi finalement un mortier fait d'une façon très très similaire à l'original. Et on l'a choisi après avoir fait 28 tests. Je vais vous montrer les salles de test. Ça n'a pas été choisi à hasard. Je vous montre. Comme ça, on empêche ici, sinon d'ici 100 ans, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Ici, on voit assez bien un peu la finition originale. Les parties rouges, c'est parce qu'il y a eu un feu, sûrement après que le temple ait été abandonné, ou même assez récemment. Et la terre crue, quand le feu près, elle devient rouge, non? Elle se cuit un peu. Alors on a quelques salles où des gens peut-être ont habité, on ne sait pas, mais il y a quelques parties rouges. chose. 18, c'est une des salles de test.
Par exemple, moi, c'est parce que je connais, je sais que celui-là est le test numéro 7. Alors, si je regarde dans mon cahier, je verrai que peut-être il a moins de sable ou quelque chose qui a fait qu'il craquelle. Alors, nous, on cherche à protéger, bien sûr, ça c'est l'objectif principal. Mais si on peut avoir une esthétique meilleure, tant mieux. Alors, pour qu'il ne craquelle pas, celui qu'on a choisi a un petit plus de sable, non? Et à part les proportions de sable, de terre noire, d'argile, on a fait des essais, peut-être c'est dans notre salle, mais ce n'est pas la peine de le voir, je vous dis, avec de la chaux, avec des produits synthétiques aussi, un petit peu, pour voir ce que donnait. Et en fait, les meilleurs résultats ont été obtenus avec des produits naturels. C'est génial parce que pour travailler, ne pas trop toucher la chimie, nous on est enchantés. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est la couleur, on regardait à quel point ils étaient durs, à quel point ils étaient proches en couleur, si ça craquelait pas. Il y a plein de tests qui ont craquelé, ou que la couleur, ici la couleur ça va, mais il y a d'autres, par exemple ici, avec cette lumière on ne voit pas, mais c'était trop marron par exemple. Alors ça, on a décidé de ne pas le prendre. Mais Gemma, ce sont des tests de cette année? Non, c'est des tests faits en 2008. 2008? En 2008, d'accord, oui. On a fait des tests et l'année suivante, on a jugé, on a vu le résultat une année après, qu'est-ce que ça donnait, et on s'est dit, celui-là, il marche très bien, c'est des produits naturels, alors on oublie la chaux, on oublie surtout des produits synthétiques qu'il faut en plus amener de l'Europe, et c'est pas la peine parce que le résultat n'est pas génial. Et tous ces produits chimiques sont quand même assez récents, utilisés en restauration, alors est-ce qu'on peut être sûr que d'ici 100 ans, comment ils vont vieillir? Tandis que si je mets de la terre et des produits naturels, je suis tranquille, parce que ça marchait pendant 3500 années, il fonctionne encore. Non? Alors, on a copié. Alors toute cette salle et celle d'à côté est pleine de tests. Ça, c'est des essais. Hein. On n'est pas trop content du résultat, mais c'est clair qu'une fois les enduits sont protégés, il faut aussi protéger le dessus, des murs, parce que les briques sont aussi sensibles, non, à l'érosion, à tout. Et on fait des tests, mais on y est encore, parce que pour l'instant on a mis seulement une ligne, mais en suivant la forme de ce qui restait, plus ou moins. Mais ça donne un aspect escalier qu'on n'aime pas tellement, alors ça on va changer. En fait, cette année, on va faire un autre essai de consolidation qui va être, au lieu de, par exemple, ici, on a des briques mises comme ça, parce qu'on a pensé seulement à la protection. Moi, je n'étais pas là, hein, mais je vous parle de ce qui a été fait. Mais en fait, les briques à l'origine, à ces points-là, elles n'étaient pas mises comme ça. Ici, c'était déjà l'amorce de la voûte. Alors cette année, on va tenter de faire une protection, mais en mettant les briques. Hein, on a fait des briques avec les mesures spéciales de l'amorce, qu'elles sont plus fines, elles sont plus étroites. Et on va essayer, si on trouve un ouvrier, un maçon qui travaille la terre crue et qui sache faire des voûtes, parce que ce n'est pas une chose... Peut-être c'est facile, mais moi je ne me sens pas capable. Alors on va contacter quelqu'un qui sache et faire la protection en suivant la forme. Faisant seulement un petit peu, l'amorce, pas reconstruire. On essaie de rester dans le minimum toujours. Et sinon on va continuer à consolider des enduits parce qu'il y a ici le secteur STA a 28 salles. On ne l'a pas fini, il reste tout le secteur STI où les salles sont encore plus larges. Alors, seulement avec les enduits, il y a pas mal de travail. Mais je trouve que c'est sympa de le conserver. Nous retrouvons Christian Leblanc et Mohamed sur le chantier de mise à jour des murs du secteur STG.
ما تنساش كما محمد لازم نشيل التراب ده كمان ها. bah oui parce que لازم نشوف الطوبه كمان تحت عشان باش يغلدوه. انت عارف هو عمل الرسم دلوقتي من الصوره اللي موجوده قبل محمود ماشي تمام. لا نشيل ده احنا بس لازم نشيل. وي ده كويس بس لازم نشيل النص كمان. هنشيل ده كله عشان ابقى خيطنا عشان شايف الطوبه كله زي انت عملت هنا. تمام ماشي ماشي. لا تمام بس تمام. Donc là son travail c'est d'enlever tout le ah bah lui toute c'est la première le couche. spécialiste des briques Mohamed. Ah oui. Ah bah lui c'est lui qui les voit toutes les briques. Ah oui. C'est lui qui a dégagé tout le palais royal. Hein. Il a retrouvé toutes les briques des murs du palais royal. Il fait un travail remarquable cet homme-là. Il est avec nous depuis 40 ans. C'est un de nos plus anciens ouvriers, Mohamed. Non. Et puis il a bien formé son fils Haggag aussi maintenant, qui petit à petit prend le relais aussi et qui connaît bien justement cette architecture de briques, parce que c'est pas toujours facile de détecter des briques. Hein? Ouais, ils sont très, très délités, et encore là ça va parce qu'on est dans des parties un peu hautes du monument, mais quand on est plus bas, il faut savoir qu'il y avait des zones qui étaient quand même inondées, parfois avec la crue qui venait chaque année, donc qui recouvrait les terres. Et très souvent, les briques se délitent, elles sont là complètement, donc il n'en reste que d'infimes parties. Et là, il faut avoir une expertise extraordinaire pour les détecter. Alors ça, lui, c'est un champion pour ça. Hein. C'est remarquable. Hein. Remarquable. Hein. Voilà. Il y a des travaux qui sont parfois un peu ingrats, mais qui sont très importants finalement, à la fois pour participer à la restauration du monument et aussi à sa valorisation, parce que c'est vrai que là on ne comprend pas spécialement un petit peu tout cet espace. Hein. Donc quand on va voir réapparaître finalement le mur de briques crues, on va beaucoup mieux comprendre que là il y a tout un secteur qui finalement a été fermé et auquel on accédait par des portes. On voit les seuils, les seuils de portes sont là, tout ça. Donc on a tous les éléments finalement pour essayer de remettre en place un petit peu finalement l'architecture de ce temple. Hein. Alors en restant évidemment dans une certaine sagesse, hein, parce qu'il ne s'agit pas de remonter les murs, etc., sur des hauteurs infernales. Non, on va faire des dégradés en fonction un petit peu de la ruine, en fin de compte, pour essayer de voir comment on peut mieux finalement voir réapparaître un petit peu les espaces. Voilà, c'est très important. Comme on l'a fait du côté sud. Hein. Ce mur séparait le côté magasin. Alors c'était finalement la façade en quelque sorte, si vous voulez un petit peu, c'était comme une grande façade qui donnait accès à tout ce complexe économique finalement de ce côté-ci. Voilà. Alors on a l'avantage ici, bien sûr, par rapport à d'autres sites, à d'autres monuments qui sont ces fameux châteaux de millions d'années, comme à Médine et Tabou. Vous voyez, à Médine et Tabou, vous avez le temple qui est assez bien conservé en pierre. Mais il reste pratiquement plus rien de tout ce qui était le grand complexe économico-administratif du temple. Ici, on a la chance d'avoir vraiment tous ces bâtiments qui sont conservés, mais qu'il faut identifier. Et ça, ce n'est que les fouilles qui peuvent permettre de pouvoir faire ce travail, parce que ça nous permet, voyez-vous, à partir de tous les vestiges retrouvés sur place, de pouvoir mieux comprendre un petit peu comment se répartissaient un petit peu tous ces magasins. Il y a un gros travail à faire encore, ça, sur le côté sud, là, ça va prendre des années. Ça, parce que là, aujourd'hui, on a la ruine, hein, mais je veux dire qu'à l'époque, à la troisième période intermédiaire, il faut imaginer que tout ça était encore voûté. Hein, c'était quand même encore dans un bel état de conservation. Alors c'est vrai que les magasins devenaient finalement des secteurs funéraires dans lesquels on pouvait compartimenter les magasins pour en faire des chapelles et puis des tombes, voilà, etc. Alors c'est ça. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Bon, écoutez, voilà, on va essayer de continuer un petit peu.
Voilà donc ce qu'était, dit-on, le tombeau du roi Ozymandias. Il paraît l'avoir emporté de beaucoup sur les autres, non seulement par les dépenses qu'on y consacra, mais encore par le talent des artistes qui le réalisèrent.